Mais bonjour, je suis Bonnie Swain. Je suis ravie d'être ici à Saint-Étienne et pouvoir assister à des présentations très stimulantes depuis hier midi. Alors, je remercie les organisateurs pour ce beau congrès et d'avoir pensé d'en informer les Canadiens, surtout les personnes à Montréal. Alors, au cours des 10 dernières années, j'ai eu la chance de collaborer avec des cliniciens et des chercheurs formidables qui s'intéressent à la danse et à son impact thérapeutique. C'est un domaine de recherche fascinant qui comporte des défis dont certains je souhaite partager avec vous cet après-midi. Je vise avec ma présentation à faire le lien entre nos recherches en danse et le thème du congrès portant sur la place de l'humain, ses attentes, ses savoirs expérientiels. En particulier, j'espère contribuer à mieux articuler l'art et la science dans le soin. Ma présentation s'intitule « Mesurer les résultats intangibles », gardez en tête le mot « intangible », de la danse-thérapie, exploiter via une démarche intersectorielle les perceptions de personnes de tous âges et tous horizons. Alors, la présentation va être un peu différente de celle qu'on a vue jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce que la danse? Larousse définit... Oh, excusez-moi, merci. Ça avance pas. Alors, parfait. Alors, qu'est-ce que la danse? Larousse définit la danse comme une suite rythmée et harmonieuse de gestes et de pas. Sa présence est dans toutes les cultures et inclut toutes les générations sous forme de groupe, de couple ou individuel. Ces manifestations couvrent une multitude de besoins tels que le plaisir social, la détente, l'expression des émotions, le divertissement, la performance, le loisir. Outre son étendue géographique, la danse s'est perpétuée à travers les âges. Pensons aux personnes qui dansent sur les photos sur l'écran devant vous. Que voyez-vous? Elles semblent s'amuser, n'est-ce pas? Se sentir bien? Mais comment savez-vous qu'elles s'amusent, qu'elles se sentent bien? Est-ce le sourire sur leur visage ou est-ce simplement intuitif? Si c'est intuitif ou basé sur vos perceptions, vos sentiments, plutôt que sur des preuves, comment pouvons-nous démontrer l'impact de la danse ou même convaincre les cadres, les administrateurs des hôpitaux, les autres autorités, le ministère de la Santé de s'assurer que la danse fasse partie des soins usuels en réadaptation ou rééducation? Compte tenu de la nature culturelle, intergénérationnelle et multifonctionnelle de la danse, mais aussi tenu compte des styles multiples, traditionnels, jazz, hip-hop, etc., il n'est pas étonnant que les approches en danse destinées à améliorer la santé aient une portée aussi diversifiée. Grâce à cette portée, la danse destinée à la santé peut viser une multitude d'objectifs thérapeutiques comme la mobilité, la douleur, la stimulation cognitive, etc. Mais encore une fois, comment peut-on déterminer si les objectifs thérapeutiques sont atteints? Cette présentation abordera certaines de nos difficultés à mesurer l'impact de la danse. En 2014, nos recherches sur la danse ont commencé et nous avons étudié l'impact d'un programme de la danse-thérapie offert aux patients externes d'un centre de rééducation à Montréal. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les budgets étaient restreints et les thérapeutes qui offraient cette intervention devaient justifier le maintien des groupes de danse. Le fait d'avoir des sourires sur leur visage lorsque les patients quittaient une séance de danse n'était pas suffisant pour convaincre leur cadre. La danse-thérapie qu'on étudiait était donnée au groupe de 10 à 20 participants une fois par semaine pendant 12 semaines, en plus de la rééducation usuelle. L'approche est basée sur les théories de Laban, l'improvisation en danse et l'éducation somatique,
et il incorpore les approches traditionnelles de la rééducation en déficience physique. Elle était aussi liée à la mission du Centre de réadaptation et visait à faciliter l'intégration sociale et la participation des participants. Dans cette étude quasi expérimentale, nous avons recruté 2 groupes de participants. Le groupe expérimental était composé d'usagers ou de patients du centre à qui les cliniciens, en plus de la réadaptation, proposaient la thérapie par la danse. Le groupe contrôle était composé d'usagers à qui les cliniciens, en plus de la réadaptation, proposaient la thérapie, mais qui ne souhaitaient pas bénéficier de l'intervention au moment de l'étude. Ainsi, nous pensions que les 2 groupes étaient autant comparables que possible dans un contexte clinique, contexte qui ne permet pas la réalisation d'un essai clinique randomisé avec une répartition aléatoire des participants. La collecte de données s'est effectuée par des mesures répétées pour les 2 groupes. 2 mesures pré-intervention, une mesure en fin d'intervention et une 4e mesure 3 mois après la fin de l'intervention afin de pouvoir évaluer le maintien des acquis. La mesure des effets de la thérapie par la danse a été évaluée à l'aide de 4 outils fiables et valides. La mobilité fonctionnelle et la vitesse de marche ont été mesurées par le Timed Up and Go. La mesure de la participation sociale a été évaluée par la mesure des habitudes de vie et par le profil du loisir. Enfin, pour les participants de la thérapie, c'est-à-dire le groupe expérimental, le Flow State Scale a été administré pour mesurer la propension de la thérapie à susciter du plaisir et à créer un état de pleine satisfaction et d'engagement dans cette activité, entraînant ainsi un désir de la répéter de nouveau. Pour avoir une connaissance plus qualitative des effets de l'intervention, un questionnaire comportant 2 interrogations a été utilisé. Que vous a apporté la thérapie, en plus de la réadaptation, et est-ce que vous recommanderiez la thérapie par la danse? Ici, on voit une des graphiques qui est publiée dans la revue Frontiers in Psychology. On voit à gauche que les scores au TOG ont diminué avec le temps pour les 2 groupes. Et à droite, on voit que le nombre d'activités mesurées par le biais du profil de loisir a augmenté pour les 2 groupes. Tout à fait. Toutefois, les analyses statistiques ont confirmé que la progression n'était pas significativement différente entre les 2 groupes, et ce, pour toutes les mesures utilisées. Les participants avaient un niveau de fonctionnement assez élevé, ils vivaient dans la communauté quand même, de sorte que les outils que nous avons utilisés n'étaient pas en mesure de détecter une amélioration notable après l'intervention de la danse. Cela ne signifie pas pour autant que la thérapie par la danse ne présente aucun bénéfice pour ses participants. Parce que nous avons également appris que la danse leur permettait d'entrer en relation avec les autres et leur donner du plaisir. Voici ce que certaines personnes ont rapporté à propos de l'intervention. Quand on fait de la thérapie par la danse, on ne pense plus que c'est de la thérapie. Une autre personne a dit, « Le groupe a été une opportunité de trouver plus d'équilibre et j'ai trouvé le courage d'aller danser dans un bar comme avant. » Et une autre femme a rapporté, « Je suis de nouveau capable de retourner au marché Jean Talon, marcher dans une foule. » Même si des bénéfices importants de cette intervention étaient perçus par les participants et par les intervenants qui offrent cette intervention, les résultats non significatifs de cette première étude nous a fait croire que les outils choisis n'ont pas entièrement mesuré les effets intangibles de la thérapie. Pardon. Forte de cette recherche, l'équipe, avec les cliniciens, l'équipe chercheurs et cliniciens, nous avons élaboré un modèle logique d'implantation, incluant les objectifs spécifiques, afin de mieux comprendre l'intervention et les résultats attendus et les effets potentiels de celle-ci. Finalement, pour la première fois, on a ouvert avec ces cliniciens la boîte noire de cette intervention novatrice.
Alors, vous voyez en rouge, c'est quoi la thérapie, qu'est-ce qui est ciblé, et les effets proximaux en rouge, on parle de la mobilité fonctionnelle, confiance dans le déplacement, et aussi d'améliorer le désir et la motivation à bouger. Alors, avec ce recul, nous voyons que l'efficacité perçue de la thérapie par la danse devrait être peut-être évaluée par un ensemble d'outils complémentaires couvrant le spectre des éléments de mobilité qui composent cette thérapie. Alors, par la suite, nous avons effectué une autre recherche à l'aide de la méthode consensuelle triage ou la technique de recherche d'information et d'animation de groupe d'experts pour trouver les meilleurs outils à employer dans le cadre de notre prochaine étude sur l'impact de la thérapie par la danse. Et vous voyez ici devant vous la liste des outils qui ont été présentés au groupe de personnes, 16 personnes si ma mémoire est bonne. Alors, vous voyez, la ligne verte, ils ont indiqué les outils qu'ils connaissaient. Les lignes oranges, c'est les outils qu'ils utilisaient dans leur pratique ou dans leur recherche. Et encore plus important, ceux qui sont, selon eux, ont le potentiel de détecter les changements dus à l'intervention de danse sont indiqués par les lignes bleues. Alors, le groupe d'experts est parvenu à un consensus quant à l'identification de 4 outils ayant le potentiel de mesurer l'amélioration des capacités motrices globales suite à l'exposition au programme de danse. Il s'agit de 6-minute walk test, multi-directional reach test, mini best et le 4 square step test. L'identification des outils pertinents à utiliser n'a pas résolu tous nos problèmes. On était toujours préoccupés par la fréquence et la durée des séances. Était-elle assez longue pour avoir vraiment un effet? Cependant, nous travaillions avec le format de l'intervention de danse à ce moment-là et nous ne pouvons pas le changer. Alors, on s'est penché également sur la question du devis de recherche optimale. Quel est le devis le plus approprié pour les groupes hétérogènes? C'était 10 à 20 personnes avec toutes sortes de diagnostics médicaux, sclérose en plaques, les gens avec des lésions de la moelle épinière, les gens avec le fibromyalgie, etc., AVC, il y avait de tout. Alors, nous avons décidé de mener une étude et un devis expérimental à cas unique, un SCED. On a discuté de ça lors de la première journée, pour étudier encore une fois l'impact de la thérapie par la danse. Ce type d'étude porte sur une seule personne ou un petit groupe de personnes avec une prise de données répétitive. Chaque point, ça représente une prise de mesure à différentes phases en lien avec une intervention. Il y a une ligne de base est établie en bleu, la phase A1. Puis l'intervention est introduite phase B, les lignes et points rouges, et puis retirée post-intervention, la phase A2. Et un minimum de 5 mesures par phase sont idéales. Alors, chez Diane, une de nos participants, nous avons observé un changement dans le niveau des scores dans les 3 phases en utilisant l'une des mesures identifiées par les experts, le 4 Square Step Test, qui calcule le temps, ça prend pour enjamber les cannes placées en croix sur le plancher devant la participante. La réponse à l'intervention a été immédiate. L'amélioration des scores entre la pré-intervention et la post-intervention a diminué d'à peu près de 20 à une dizaine de secondes. Enfin, un résultat significatif. Il est aussi notable par la ligne pointillée de remarquer que Diane était à risque de chute avant l'intervention. Elle avait un temps plus élevé que 15 secondes et elle n'était plus à risque après l'intervention. Nous avons présenté ces résultats lors des symposiums de recherche sur la danse au Canada et un peu partout. Et nous avons rencontré d'autres chercheurs, même à Montréal, qu'on ne connaissait pas, qui étudiaient l'impact de la danse sur d'autres populations. Et nous avons décidé d'unir nos forces et de soumettre une demande à un programme de financement spécial qui était appelé Audace. Alors, le programme Audace était pour favoriser les maillages intersectoriels,
arts et sciences, et soutenir les recherches audacieuses en rupture avec les approches traditionnelles. Il s'avisait à encourager des propositions de recherche innovantes à fort potentiel de transformation et porteuses de retombées considérables. Nous avons seulement 1 an pour mener l'étude de A à Z. Il faut garder ça en tête. Voici les chercheurs et les différents groupes qui ont été étudiés. Moi, j'ai travaillé toujours avec les adultes en réadaptation, les patients externes. Pat McKinley travaillait avec des personnes avec la maladie de Parkinson. Frédéric Poncet travaillait avec des enfants avec troubles neurovisuels. Louis Barrère, chez les personnes âgées inactives et en bonne santé vivant dans la communauté. Martin Lemay travaillait avec les enfants DMC. Et Sylvie Fortin, avec qui j'ai coordonné cette belle équipe, travaillait auprès des femmes sans domicile fixe. Quel que soit le groupe de personnes étudiées, les chercheurs étaient d'accord pour dire que la danse semble rendre les personnes heureuses et leur procurer un sentiment de bien-être. Alors, une fois le financement reçu, nous nous sommes mis au travail pour identifier une mesure objective du bien-être, plaisir et aussi du stress. Une mesure commune pour les 6 groupes de danse pour cerner l'impact de la danse. Pourquoi une mesure quantitative? Parce que lors de la période de questions qui a suivi notre présentation, lors de ce concours Audace, un membre du comité des évaluateurs internationaux nous a demandé, à Sylvie et moi, j'espère que vous ne vous contentez pas d'utiliser des mesures subjectives des résultats. Il est important de montrer l'impact avec une mesure objective. Alors, nous avons discuté de la possibilité de prélever des échantillons de cheveux ou de salive pour mesurer le taux de cholestérol. Puis, nous avons finalement décidé de mesurer la variabilité de la fréquence cardiaque. On avait un budget assez restreint aussi, puis 1 an pour le faire. Bien entendu, celle-ci n'est pas une mesure objective de bien-être, mais la variabilité de la fréquence cardiaque est liée à l'excitation émotionnelle. De plus, un de nos chercheurs avait un collègue qui avait de l'expérience avec cette mesure. À cette mesure objective, nous avons ajouté 3 questionnaires. Le premier étant lié au bien-être et plaisir. Le premier étant le Dimensional Outcome Expectations for Exercise Scale, qui mesure le désir de continuer, l'auto-efficacité, l'engagement social et le bien-être. On avait aussi the PACES, Physical Activity Enjoyment Scale, qui mesure le degré d'appréciation de l'activité physique étant la danse, l'envie de continuer, le plaisir et l'humeur. Et on avait utilisé le Flow State Scale comme on avait fait dans notre première étude, qui mesure l'expérience du flow. Et on a ajouté à ça un questionnaire pour aller obtenir d'autres informations que nous jugeons à l'époque importantes. Mais il fallait quand même limiter le nombre d'outils de collecte dans notre collecte de données. Alors, nous avons mené une étude pré-post non randomisée avec les 6 groupes de participants ayant un total de 9 facilitatrices pour tous ces groupes de danse. Et là, vous notez que la durée des séances variait ainsi que le nombre de séances. Nous avons créé des équipes d'évaluation pour chaque groupe et formé des assistants de recherche pour faire la collecte de données. Les analyses au T1 à T5 permettaient d'explorer si le bien-être des participants changeait à travers le temps. Et le T3, que je ne présente pas aujourd'hui, était un moment important du volet qualitatif qui a consisté en des analyses, des enregistrements de vidéos, des cours de séances de danse pour étudier, entre autres, la relation entre les participants et les facilitatrices. Et maintenant, les mauvaises nouvelles. Notre groupe fondait de grands espoirs sur la mesure du taux de variabilité de la fréquence cardiaque et s'attendait des changements mesurables. Toutefois, ces données ont été jugées inutilisables. C'est une mesure compliquée finalement à obtenir chez surtout les femmes sans domicile fixe. Il fallait se déshabiller, mettre le genre de ceinture. C'était pas évident, mais pour plusieurs personnes, plusieurs participants finalement.
Par ailleurs, malgré les scores élevés pour le MOES et le niveau du plaisir, le PACES, les résultats étaient encore une fois non significatifs pour toutes les mesures utilisées. Il y avait quand même des améliorations significatives pour la posture, l'endurance et la mobilité pour certains groupes entre certains temps de mesure. C'est ça. Une des principales raisons pour ces résultats non significatifs est due à l'effet du plafond observé avec les questionnaires utilisés. On voit sur cette graphique que les attentes des participants étaient déjà élevées avant le début de l'étude. En moyenne, la première séance, la moyenne des scores était 4,7 sur 7, si ma mémoire est bonne, et les scores restaient élevés pendant les programmes de danse. Cet effet de plafond pour le PACES comme pour le MOES rendait difficile à mesurer un changement positif. Nous soulignons toutefois que les résultats relevaient de hauts taux de présence et ont confirmé que les participants ont énormément apprécié les activités, toutes les séances de danse. Alors, si nos programmes de danse apportent de la joie aux participants et qui veulent continuer à danser, cela en vaut la peine, n'est-ce pas? En effet, tous les participants, sauf 2, ont suivi leur programme de danse jusqu'au bout. Alors, après tous ces projets, nous avons plus de questions que de réponses. Poursuivre la recherche en danse, pour moi, c'est un must. Oui, oui, oui. Mais en effet, tout le monde n'aime pas la danse, mais je crois que la danse peut faire la différence et que nous devons poursuivre nos efforts pour convaincre, comme j'ai dit au début, les décideurs politiques, les autres autorités de santé, que la danse en tant qu'art pour la santé est une prescription simple, possiblement rentable et utile pour certains patients. Avec l'expertise combinée des personnes dans le domaine des arts et de la santé, nous devrions explorer peut-être différentes manières de poursuivre cette recherche. Peut-être en utilisant la science ouverte, en collaboration avec d'autres groupes, mais même si l'on étudie des échantillons plus grands de participants, les échantillons resteront probablement hétérogènes, ce qui rend, encore une fois, les essais contrôlés randomisés difficiles. Et c'est tout. Je peux prendre des questions? Merci beaucoup pour votre intervention. Je voudrais juste revenir sur une question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est vaut aussi pour vous? Vous dites que les personnes sont restées présentes tout du long. Donc, pour un statisticien, ça veut dire que vous avez un très faible taux d'attrition. Tout à fait. Vous perdez rien. Je pense que dans la première étude, il y avait des gens, les participants qui manquaient une séance de danse parce qu'il y avait un rendez-vous médical ou une personne est retournée au travail, alors il n'était plus un patient du centre de réadaptation. Mais on a quand même fait des analyses avec les données pour les gens qui restaient au moins 80% du temps des séances, des 12 séances pendant 12 semaines. Vous savez combien de personnes étaient venues la première Oui. fois? L'autre chose, c'est que je ne pense pas que vous pouvez appeler ce sur quoi vous travaillez un échantillon. C'est une population exhaustive. D'accord. C'est la population de toutes les personnes qui sont venues à votre activité et qui sont restées. Donc, ce n'est pas un échantillon, c'est une population. D'accord. Ça a plein de conséquences intéressantes. C'est peut-être la traduction anglais-français, je m'en excuse, non? Non, je pense que c'est un problème beaucoup plus général. On nous dit qu'on peut faire des statistiques sur des populations exhaustives. D'accord. C'est-à-dire que c'est toute la population qui a été concernée par votre activité. Et enfin, vous dites c'est dommage, ma population est hétérogène, mais pour un sociologue, l'hétérogénéité, c'est un avantage. Parce que du coup, vous pouvez réfléchir sur cette hétérogénéité et voir que, peut-être qu'il y a des différences entre eux dans les réponses,
mais qui du coup deviennent très intéressantes, parce que comme vous êtes sur une population exhaustive, vous n'avez pas besoin de vous poser la question ni de la représentativité statistique, ni même de la significativité statistique. Vous vous débarrassez des problèmes statistiques, vous dites j'ai une population restreinte, je sais tout sur cette population, elle est hétérogène, je peux travailler dessus. OK, mais je vais clarifier quelque chose. Premièrement, je pense que c'est pas tout le monde qui serait d'accord avec vous sur ça, mais sur la dernière... Avec des économètres qui sont des professeurs de statistiques et de mathématiques, et c'est eux qui m'ont appris ça. Parfait. Donc, effectivement, il y a des sociologues qui ne le savent pas. Peut-être qu'il y a des médecins qui ne le savent pas. En tout cas, les économètres, mathématiciens de base, quand on ne sait pas ça, ça m'énerve. Mais la dernière étude avec 5 personnes de chaque groupe, c'était vraiment un échantillon. On a sélectionné ou un peu, il a été convenu qu'il y avait 5 personnes d'un groupe de 20, comme les personnes en réadaptation, veulent participer à cette étude avec les 6 groupes. Alors, ça, c'est pas forcément une bonne idée de tirer 5 personnes. Non, on s'est dit, on a une occasion exceptionnelle de travailler avec un outil commun. C'est ça qu'on essaie de faire, c'est que il faut trouver l'outil que tout le monde à travers le monde pourrait utiliser pour mesurer l'impact de la danse. Qu'est-ce que c'est qu'on est toujours souriant, on se sent bien. Pensez à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, vous cliquez sur Instagram, tout le monde est là, tout le monde a du plaisir. Et comment on peut dire ça? C'est plus agréable de faire ça que de faire des exercices des pas pour un problème de biceps. On est d'accord. Alors, c'est un peu ça. On est rendu devant quasiment un mur. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on continue? Est-ce qu'on doit poursuivre cette recherche-là? Parce qu'il faut convaincre les autres autorités. Et, comme vous pouvez imaginer, c'est ma deuxième essai pour faire publier ces résultats de la dernière étude. Hein? En ligne. Je crois qu'il y a une question en ligne, oui, c'est ça. Oh. Alors, il y a une question qui dit quel type de danse? Salsa, tango, rock, autre? C'est ça. La danse était différente dans chacun des 6 groupes. Là. Le groupe qui a été étudié au centre de recherche, c'est vraiment basé sur des théories de Laban. C'est vraiment comment bouger dans l'espace. C'est pas on va faire du line dancing ou du jazz ou ça. Ça, c'est pas du tout ça. C'est bouger avec la musique et se sentir bien finalement. Alors, je sais pas si ça répond. Et du coup, il y avait de la musique à chaque fois. Oui. Alors, est-ce que la musique a un effet? L'interaction, vous avez calculé mais avec l'ergo et la kiné avec qui j'ai fait la première étude, on s'est penché sur la musique, l'effet de la musique. Il y a quand même la recherche qui démontre que la musique a un effet sur le bien-être. Mais pour leur groupe, eux, ils laissent choisir les participants. Ils disent, apportez-nous la musique que vous aimez, puis on va faire les mouvements avec la musique que vos préférences. Et du coup, mathématiquement, vous pouvez modéliser ça? Non, ça va... Le risque de biais avec la musique? On pourrait dire, mais quelle musique choisir? Je sais pas, mais on veut aussi représenter qu'est-ce qui se fait en clinique aussi. On met pas une musique puis on dit aujourd'hui on va faire la musique de tel type, là. C'est pas ça, la danse-thérapie. Alors, c'est vraiment, on veut que les gens ont du plaisir et que, justement, ils s'améliorent l'équilibre, leur posture, tout ce que j'avais dit. Là. Mais c'est sûr que la musique a un effet. Moi, personnellement, je ne sais pas, mais on ne l'a pas étudié. Ça, je crois qu'il y a eu des études qui disent les effets de la musique. Ça doit se trouver en quantité. Oui, mais alors, est-ce que la musique d'un des 6 groupes était meilleure que la musique utilisée dans les autres? Et c'est pour ça ce groupe-là a eu plus d'amélioration? Je ne sais pas. C'était pas forcément la question qui... Non, c'est pas notre question. Non, mais sur la thématique de l'EBM, c'est une vraie question. C'est comment est-ce qu'on harmonise les pratiques entre les différents groupes. Et pour le coup, je ne suis pas d'accord avec eux sur la méthodologie. Ouais, parce que ce n'est pas une population en sens de représentant de tous les patients atteints de cette pathologie. C'est en fait un échantillon de cette population-là traitée dans un centre spécifique avec des praticiens particuliers subdivisés en sous-groupes. Et c'est ça en fait qui pose vraiment problème, c'est qu'il n'y a pas d'harmonisation dans son protocole. C'est pour ça que vous avez des difficultés à publier. En fait. Oui, mais je voulais dire j'ai bien expliqué dans le manuscrit que c'est une occasion rare là, qu'on ait mis tout le monde ensemble, puis on voulait dire, mais qu'est-ce que c'est la danse? C'est quel effet
qu'on voit chez les patients. Mais il y a quand même des autres 2 études que je vous ai montrées, puis on en a fait d'autres, là, où c'était vraiment un seul groupe avec un devis quasi expérimental, là. Mais c'était le dernier groupe. C'est pour ça, c'est vraiment intersectoriel. Je voulais vous partager. On essaie d'être créatif et un peu sortir de la boîte, là, et voir comment on peut avancer, justement, la recherche en danse. Alors, moi, j'aurais juste une remarque et une question. La première, c'était... donc, la question, c'était c'est des groupes. Donc, il y a une dynamique de groupe. Oui. Donc, est-ce que la dynamique de groupe ne mériterait peut-être pas d'être étudiée? Parce que moi, j'ai dirigé un travail de mémoire avec une étudiante de Savenir qui s'est intéressée au groupe de Pilates. Et il y a des choses très intéressantes, parce que c'était pour les femmes avec le cancer du sein, qui se passent dans les sessions de groupe, qui sont de la période danse, mais pas que. Il y a aussi un contrôle social, il y a plein de choses qui se font. Et du partage social, il y a plein de choses qui se font qui ne sont pas dues seulement au fait de la pratique physique sportive. Donc, ça mériterait peut-être d'être un des effets mesurés. Mais non, on l'avait fait. J'ai passé rapidement sur la diapo, mais la séance au milieu pour tous ces 6 groupes était enregistrée. Et on a fait des analyses qualitatives avec les experts en danse qui ont regardé justement la relation entre la facilitatrice et les participants, entre les participants. On a écrit un papier sur ça, justement. J'étais en train de préparer, je passe après. Désolée. Non, c'est une bonne suggestion. Juste une remarque, c'est qu'en systémique, en santé publique, le système thinking en santé publique, il y a des outils qui permettent aussi de questionner, d'interroger plus largement, surtout quand on a des populations un petit peu plus hétérogènes, justement. Mais c'est souvent associé à des recherches actuelles. C'est les modèles de recherche actuelle. Mais moi, quand j'ai dit que c'était exotique, c'est que c'est des gens qui font danse plus dynamique de groupe avec vous. Donc c'est ça la population exotique. Après, évidemment, il faut la comparer à d'autres populations. Mais pour ce qui est de l'expérience, il n'y a pas de problème de on est sur un... Le truc, c'est ce qu'elle a dit, c'est que les enjeux, c'est que dans un jury, on lui a demandé déjà d'avoir un indicateur biologique dur, ce qui est franchement questionnant. Alors que la question que vous posez, c'est pas celle-là, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est satisfait, c'est pas quel est l'indicateur biologique de la satisfaction. Mais du coup, les gens qui suivent ça, ils sont un peu étriqués. Du coup, je suis pas d'accord avec toi parce que je suis étriqué. Mais ils sont un peu étriqués en fait. Et en fait, tu peux pas, avec ces gens-là, ne pas avoir de p-value, tu peux pas avoir ne pas avoir d'intervalle de confiance. Et alors même que je te l'ai envoyé par texto, ta réflexion, elle est très juste, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une chance, d'un point de vue sociologique, d'avoir de la diversité, parce que bon, on reste sur la diversification théorique, là où ils veulent de la représentativité statistique. Mais il ne faut pas punir en médecine. Non. Je voulais avoir un peu plus d'informations par rapport au skate que vous avez très bien montré. J'ai beaucoup aimé justement ce que vous avez fait avec un indice par rapport de fragilité. Certaines personnes, est-ce qu'elle est fragile ou pas? Et donc, et ça répond justement aussi aux questions. Finalement, quand on prend l'individu comme son seul témoin, ben, en fait, ça a beaucoup de sens aussi. Donc, je voulais savoir un petit peu votre expérience par rapport au skate. Vous en avez parlé un petit peu. Et si vous voulez un peu en dire un peu plus. Mais pour le skate, là, c'était fort intéressant. Puis on a fait les graphiques pour les 4 mesures. Alors ça aide à la rigueur. On a dit, à l'aide de 4 outils de mesure, on a démontré que Diane et d'autres participants ont fait de progrès. Alors ça aide. Puis il y a quand même une statistique, une valeur de P, puis un effect size, une taille d'effet qui est calculée. Sauf que c'est lourd. C'est très lourd, là. C'est comme, il faut penser aux participants qui doivent subir ces évaluations, questionnaire qui est administré. Tout le monde a super bien réagi. On avait 6 personnes qui avaient participé à cette étude-là. Mais aussi, il faut trouver le temps. Il faut toujours être là en lien, tout de suite après le cours. Alors, sur le plan logistique, c'est pas si facile que ça. Mais c'est une méthodologie de recherche que j'utiliserais, je recommanderais. Là. C'était vraiment... Et pour chacun des outils qu'on utilisait, on a trouvé un seuil là, pour le Foursquare SEP test. Il fallait comme le faire en 15 secondes. Alors, il y a quand même pour plusieurs outils un genre de mesure, un seuil à dépasser. Alors, ça peut être très intéressant. Comme une étude préliminaire, en fait. On commence par un skate. Il y a ça aussi, oui.
Tout à fait.